Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand format consacré à la Libye. Il y a quelques jours, le 17 février exactement, les Libyens fêtaient les 10 ans de l'insurrection ayant mené à la mort du dictateur Mouammar Kadhafi. Comme vous commencez à en avoir l'habitude, on va commencer par un rapide point historique, puis nous nous concentrons sur l'année 2011, année charnière. On finira par un point sur les 10 dernières années et les différentes influences, pour ne pas dire ingérences, des différents pays étrangers. Une vidéo assez dense en informations, alors si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et abonnez-vous aussi. Allez, c'est parti! La Libye est un pays africain qui fait partie du Maghreb. Il est entouré de 6 pays, la Tunisie, l'Algérie, le Niger, le Tchad, le Soudan et l'Égypte. Près de 7 millions de Libyens se répartissent sur environ 1 760 000 km². La plus grande ville est Tripoli, et je dis la plus grande ville et non la capitale puisque la situation est un peu plus compliquée, mais j'y reviendrai plus tard. La Libye est divisée en 3 régions, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Fezzan. Chose importante aussi, comme beaucoup de pays d'Afrique, plusieurs groupes ethniques cohabitent plus ou moins facilement au sein de ce territoire. Sur cette carte, vous pouvez voir de manière schématique les différents territoires de chaque tribu. Les Arabes, les Berbères, les Toubous et les Touaregs. On enchaîne avec un point historique rapide et non exhaustif. La Libye, à partir de 1911, est une colonie italienne. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie étant dans le camp des perdants, la Libye se retrouve occupée par deux des grandes puissances vainqueurs, la France et le Royaume-Uni. La France occupe le Fezzan, tandis que le Royaume-Uni occupe la Tripolitaine et la Cyrénaïque. Pendant 2 ans, la France et le Royaume-Uni s'opposent quant à l'avenir de la Libye, le Royaume-Uni souhaitant la création d'un État indépendant, mais avec des relations économiques fortes, alors que la France s'oppose à l'indépendance. En 1947, les Nations Unies tranchent la question et sont favorables à l'indépendance. Le 24 décembre 1951, le Royaume-Uni de Libye voit le jour et Idriss Ier est proclamé roi. Cette monarchie dure jusqu'en 1969. Durant cette période, la Libye intègre la Ligue arabe ainsi que les Nations Unies. C'est aussi durant la monarchie que d'importantes réserves pétrolières sont découvertes. La Libye devient le premier pays producteur d'Afrique et cela permet d'entamer le développement du pays. Mais cet élan de développement est freiné par le coup d'État de 1969 du capitaine Mouammar Kadhafi qui se proclame rapidement colonel. Kadhafi entretient tout au long de son règne une ambiguïté dans la gestion du pays. Le désordre règne dans les institutions et par exemple l'armée officielle n'est qu'illusion. Elle sert de plan co-militaire qui n'ont aucun pouvoir et est pleine de généraux nommés pour le prestige. Dans les faits, Kadhafi compte sur les milices pour assurer la sécurité et cela aura des conséquences lors de la révolte de 2011. Dans le même temps, il atténue la violence de la dictature par des investissements sociaux rendus possibles grâce à la manne financière tirée du pétrole. Sur le plan international, il est de plus en plus isolé. En effet, il utilise l'argent du pétrole pour financer des mouvements indépendantistes violents, comme l'ETA en Espagne ou encore l'IRA en Irlande. Les soupçons d'implication dans l'attentat de Lockerbie poussent l'ONU à établir un embargo aérien et militaire sur la Libye en 1992. Pour rappel, lors de cet attentat, une bombe a explosé dans un avion civil au-dessus de l'Écosse, faisant 243 victimes. Cependant, l'argent du pétrole permet à la Libye d'être autosuffisante, ce qui atténue les effets de cet embargo. Les relations se normalisent dans les années 2000 sous l'impulsion de George W. Bush qui trouve en Kadhafi un soutien dans la lutte contre les islamistes radicaux. Plusieurs chefs d'État effectuent des visites officielles en Libye et signent différents accords commerciaux. Kadhafi est même reçu à l'Élysée par Nicolas Sarkozy en 2007. Passons maintenant au cœur de notre sujet, la révolte de 2011 et ses conséquences. Petit rappel plus général sur cette année. C'est l'année des printemps arabes. Et qu'est-ce que les printemps arabes ? Ce sont des mouvements de révolte et de protestation contre les dirigeants dans certains pays arabes. Vous pouvez voir sur cette chronologie un rappel des différentes révolutions. Durant le mois de décembre 2010, une révolution a lieu en Tunisie, pays frontalier de la Libye. Au mois de janvier, c'est au tour des populations de Jordanie, d'Égypte, autre pays frontalier, et du Yémen de se révolter. En février, même chose en Libye, au Bahreïn et au Maroc, et pour finir en mars avec le soulèvement du peuple syrien. Intéressons-nous maintenant à la chronologie de cette révolte en Libye. Le 15 février, les premières manifestations se tiennent dans les grandes villes de Libye. Lors de ces manifestations, un avocat, Fethi Arbel, est arrêté. Cette arrestation a mis de l'huile sur le feu et les manifestations s'intensifient. Sous cette pression populaire, Fethi Arbel est libéré, mais les manifestations ne retombent pas. Les rebelles armés conquièrent des territoires et l'armée, inexistante comme je le disais plus tôt, ne peut rien faire. Durant un mois, les rebelles avancent et près de la moitié du pays est sous leur contrôle. Le 26 février, un gouvernement provisoire dissident est créé pour coordonner les différentes villes de Libye tombées aux mains des insurgés et conduire le combat contre le régime de Kadhafi.
Début mars, la France est le premier pays à reconnaître le CNT comme représentant légitime de Libye. Le 17 mars, sous l'impulsion de la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, l'ONU adopte la résolution 1973 autorisant une intervention militaire internationale en Libye. 2 jours plus tard, le 19 mars, une opération aéronavale est déclenchée par la France avec l'opération Harmattan, suivie par le Royaume-Uni et les États-Unis afin d'établir une zone d'exclusion aérienne et de protéger les populations civiles contre les bombardements. Cette opération vise à neutraliser les capacités militaires des forces de Kadhafi qui, depuis fin février, gagnaient du terrain sur les insurgés. Grâce à cette intervention internationale, les révolutionnaires prennent Tripoli le 20 août. Suite à cela, les fidèles à Kadhafi sont de moins en moins nombreux et le 20 octobre, l'OTAN bombarde un convoi militaire dans lequel se trouve Kadhafi. Ce dernier est capturé par les rebelles et tué dans des conditions qui restent encore floues. Le 23 octobre, le président du CNT, Mustafa Abdel-Jalil, prononce la libération de la Libye, mettant officiellement fin à la guerre civile. Mais la chute du régime de Kadhafi ne signifie pas que les choses s'améliorent, bien au contraire. Des élections démocratiques ont tout de même lieu en 2012, mais cela ne viendra pas à bout des conflits politiques. Les milices armées prennent de plus en plus d'importance, elles sont nombreuses et s'appuient sur les tribus, sur les différents religieux ou encore sur des personnalités comme le général Haftar. Je vous passe quelques détails compliqués dans l'organisation des différents pouvoirs, mais je vous invite à vous renseigner si le sujet vous intéresse. Je vais essayer de faire un point sur la situation récente et un point sur les différentes influences de pays étrangers. En 2019, 2 camps se partageaient la Libye. D'un côté, le gouvernement du national de Fayez al-Sarraj à Tripoli, et de l'autre, l'armée de libération nationale menée par le général Haftar. Ces dernières années, le général Haftar a conquis une grande partie du pays et est au port de Tripoli. La dernière partie de la Libye est dirigée par différentes tribus. De nombreux pays sont impliqués dans le conflit libyen et certains sont même impliqués des 2 côtés, comme la France. Le gouvernement du non-national est reconnu par la communauté internationale, l'Union européenne, la Jordanie, la Turquie et le Qatar. Dans les soutiens du général Haftar, on retrouve l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Russie, les États-Unis, mais plus étrangement, on retrouve aussi des pays de l'Union européenne qui vont donc à l'encontre de la position officielle, comme la France, la Grèce et Chypre. Et c'est ici que se trouve une partie du problème. La voix de l'Union européenne n'est pas sérieuse et les intérêts nationaux de différents pays priment sur la position européenne. La France joue en effet sur les 2 tableaux en soutenant le camp Haftar et en lui fournissant des armes et des informations stratégiques. La Grèce et la Crète se retrouvent à soutenir Haftar pour protéger les ressources pétrolières et gazières dans les eaux méditerranéennes face à la Turquie qui, elle, soutient le gouvernement al-Sarraj. L'Italie, elle, a signé des accords avec al-Sarraj pour rester le premier pays producteur en Libye grâce à l'entreprise Eni. Sur ce sujet, la France et l'Italie s'affrontent en interne puisque la France souhaite, elle aussi, garder le contrôle de l'exploitation de pétrole grâce à l'entreprise Total. Ça, c'est pour les pays de l'UE. Mais les incohérences au sein de l'Union européenne font le jeu de la Turquie et de la Russie qui en profitent pour remplir le vide laissé par l'UE et les États-Unis. Fin 2019 et début 2020, des mercenaires russes liés au Kremlin et au président Vladimir Poutine sont venus renforcer les troupes du général Haftar. Ces mercenaires, tireurs d'élite et équipés avec du matériel de haute technologie, infligent aux troupes de Sarraj de sérieuses défaites. Le camp Sarraj signe donc des accords avec la Turquie, portant sur une coopération militaire et aussi sur les frontières maritimes. Ces accords incluent aussi des droits de forage et de gaz naturel en Méditerranée, en vertu desquels la Turquie s'accapare une partie des eaux territoriales de la Grèce, ce qui a mené à des tensions entre la Turquie et l'Union européenne. Début 2020, la Turquie envoie des troupes en Libye. Mais le général Haftar peut aussi compter sur des mercenaires venant du Tchad et du Soudan, et surtout sur des drones militaires dernier cri en provenance des Émirats Arabes Unis. Les drones turcs qui équipent les troupes de Sarraj sont eux beaucoup moins perfectionnés et sont détruits très rapidement. Par conséquent, on peut voir sur cette carte la progression des troupes du général Haftar en 2020 qui arrivent aux portes de Tripoli. Mais contre toute attente, en juin 2020, les 2 camps ont convenu d'un cessez-le-feu. Les Nations Unies ont alors intensifié leurs efforts pour reprendre le processus de normalisation politique. Le 6 février 2021, un nouveau Premier ministre a été désigné. Abdelhamid Dbeiba a la lourde tâche de former un gouvernement et d'obtenir l'aval du Parlement pour être officiellement investi. Il a pour cela jusqu'au 19 mars 2021. Il fait consensus pour le moment, mais c'est un ancien proche de Kadhafi, et il est aussi proche de la Turquie, et cela pourrait lui poser quelques problèmes. Pour le moment, il doit présenter un gouvernement au Parlement
ce jeudi. La situation en Libye est donc sur la bonne voie, cependant elle reste fragile du fait des nombreuses milices qui ne sont toujours pas dissoutes et des quelques 29 millions d'armes en circulation dans le pays. Sans oublier les intérêts internationaux pour l'instant mis en stand-by pour favoriser le processus de retour à la stabilité de ce pays, mais pour combien de temps ? C'est tout pour cette vidéo et c'est déjà pas mal. Vous trouverez en description de nombreux articles sur le sujet si vous souhaitez obtenir plus de détails et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas, prenez soin de vous.